Je vous le disais tantôt, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province seront élus au suffrage indirect par les 26 assemblées provinciales que compte la RDC le 28 avril prochain, tel que d'ailleurs fixé par le calendrier réaménagé, il faudra le dire, de la CENI. Plusieurs candidats sont annoncés au poste, des scrutins annoncés, avec cette alerte de la centrale électorale, tenez, qui parle déjà des cas de corruption. Certains concurrents sont indexés de soudoyer les députés provinciaux afin d'acheter leur vote. C'est donc le premier dossier. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé vendredi le dépôt des candidatures pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Si l'on jette un coup d'œil sur les candidatures déclarées, il ressort que Kinshasa est pour beaucoup dans le choix des prochains animateurs des provinces. 3 candidats UDPS ambitionnent de diriger la capitale. Devant un silence de la hiérarchie du parti, Deo Kasongo, Diabanza, Jekoko Mulumba tentent de chercher le parrainage auprès des structures de base de l'UDPS. Jacques Yaboula a lui eu ce parrainage pour représenter le ticket de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Un choix qui ne fait cependant pas l'unanimité tant au sein de l'UDPS que de la communauté katangaise. La volonté d'une grande famille politique, la méga plateforme que vous connaissez bien, Union sacrée de la nation au niveau de la province du Haut-Katanga, qui a donné son assentiment pour que l'un de ses fils soit porté au niveau du poste du gouverneur. Avec le soutien total de Kinshasa, la candidature de Fifi Masuka dans le Lualaba ne souffrira d'aucune résistance, d'autant plus que la dame de fer du Lualaba a déjà quadrillé cette province avec tant d'élus. Nous voulons rassurer la province du Lualaba que nous avons un ticket de paix, un ticket qui réunit tous les enfants de la province. Dans le Sud Kivu, l'UNC ambitionne de diriger cette province, fief naturel de son président national. La candidature du frère Kaméré, Didier, pour ne pas le citer, n'a pas reçu le quitus du parti qui propose un autre candidat. Dans le Sud Ubangi, Jean-Pierre Bemba ne jure que sur la victoire de son candidat à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de cette province. À première vue, la République démocratique du Congo a du mal à se débarrasser des vieux démons où Kinshasa tient à tout prix à contrôler les élections des gouverneurs. Un contrôle qui fait paraître 2 réalités. D'une part, les parrains résidant à Kinshasa veulent que les prochains animateurs dépendent totalement d'eux et ainsi avoir le contrôle des provinces. D'autre part, cette position de Kinshasa ignore le choix du peuple via ses représentants que sont les députés provinciaux. Pour certains observateurs, le diktat de Kinshasa aura une incidence négative sur la marche des provinces. Ces animateurs en province, plutôt que de travailler pour le bien-être de la population, travailleront pour satisfaire leurs parrains vivant à Kinshasa. Des pratiques enregistrées déjà lors de la première législature de la Troisième République. Le régime en place avait imposé aux députés provinciaux. Au finish, plusieurs provinces avaient raté le décollage. 5 ans après, elles n'étaient que l'ombre d'elles-mêmes. Nous ne sommes pas du tout concernés par rapport à ce genre de propos. Nous ne sommes pas des marchandises pour qu'on vienne nous acheter. Nous ne marchanderons jamais les voix au sein de notre parti. Et nous sommes venus ici à l'Assemblée provinciale pour faire le travail, rien que le travail. Lors de la 2e législature, d'autres candidats ont boycotté le mot d'ordre de leur famille politique en se présentant contre les candidats choisis par Kinshasa. La plupart ont gagné les élections. Lors de la dernière législature, plusieurs provinces sont passées à côté suite justement au parrainage. Le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankourou, voire le Maïndombe ont connu une instabilité institutionnelle à cause notamment des choix dictés par Kinshasa. Des choix en déphasage total avec la réalité sur terrain. L'autre pan, moins divulgué, c'est cette tendance observée dans le chef des élus provinciaux à marchander leur voix auprès des candidats gouverneurs. Avec cette pratique dénoncée par la Commission électorale nationale indépendante, c'est plutôt l'oligarchie au détriment de la méritocratie. Ainsi, la question est posée, peut-on laisser libre choix aux députés provinciaux pour élire un gouverneur capable de relever les défis sur terrain ou doit-on toujours laisser Kinshasa contrôler le choix des députés provinciaux? 2 candidats sénateurs sont passés ici
Monsieur, j'ai besoin du répertoire ou du numéro de téléphone des députés X ou des députés Y. Comment je peux faire? Je jette un coup d'œil dans le répertoire, je note le numéro et je lui remets. L'entretien, c'est en dehors de moi. Une autre voix estime que les deux options peuvent faire route ensemble, mais à condition d'avoir des élus provinciaux mûrs et consciencieux du rôle qui sont le leur. Que dire de la qualité de ces élus issus des urnes? Les partis politiques ont un rôle à jouer dans la sensibilisation de leurs militants et dans les choix des candidats. Alors, Madame Catherine, vous avez suivi avec nous ce reportage. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette course à l'élection des gouverneurs dans les différentes provinces, l'imposition, le diktat de Kinshasa ne serait pas un péché sur la démocratie, justement? L'élément est très riche et c'est d'actualité, comme vous venez de le dire. Nous sommes en train de suivre, c'est vraiment le processus électoral à tous les niveaux. Et on arrive au niveau de gouverneurs, ça fait chauffer les choses parce que nous sentons tout le monde bouger. Et moi, je me dis, en suivant l'élément que nous venons de suivre tous ensemble, c'est question du leadership, mais aussi de la gouvernance. Et quand il y a question de ces deux éléments importants, il est très évident et il est très important qu'on réfléchisse sur un profil. Parce qu'évidemment, on est venu nous présenter, on nous présente déjà des éléments des candidats, mais on doit parler quand même de la ville de Kinshasa parce que c'est la vitrine de la République démocratique du Congo. Cette ville-province a double jeu. D'abord comme province, comme toutes les autres 26 provinces de la République, mais comme l'image, ces berceaux-là de la République qui reflètent effectivement l'entrée, cette vitrine, comme je l'ai dit, de la République démocratique du Congo, qui doit vendre l'image de la République. Et donc, il faut un profil d'un homme ou d'une femme qui est capable de vendre, mais de réaliser beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à tout ce que nous sommes en train de suivre, par rapport à la réalité. Et donc, moi, je me dis, pour toutes les provinces, et particulièrement pour Kinshasa, il faut un CV fort. Il faut un homme ou une femme avec un CV, un cursus vitae vraiment convaincant, quelqu'un qui a un parcours qui convainc, un parcours universitaire, quelqu'un qui a appris sur la gestion, qui connaît les problèmes de leur province pour les autres et pour Kinshasa, qui connaît les problèmes de la ville de Kinshasa. Et donc, par rapport à son profil, au profil même de cette femme ou de cet homme, ça doit être quelqu'un qui a un cursus universitaire, mais quelqu'un qui maîtrise les textes juridiques, les textes qui dirigent le pays, les textes qui différencient le pouvoir central du pouvoir provincial. C'est lui qui a la capacité de faire la mobilisation de recettes, parce que c'est question de gestion, il y a la gouvernance, il y a la transparence, il y a la lutte contre les antivaleurs. Mais justement, ce profil dont vous parlez, quand on sait que, par exemple, je le disais tout à l'heure, Kinshasa déjà impose, prenons le cas de l'UDPS ou d'autres partis politiques, quelle serait justement la démocratie vécue entre le droit de veto des partis politiques ou des autres partis politiques, pour le dire, et justement la liberté d'expression de vote de ces députés provinciaux qui doivent voter? Moi, je me dis, c'est question, c'est vrai, de la politique, mais beaucoup plus question des hommes et des femmes qui sont appelés à diriger. Ils doivent provenir évidemment des différentes composantes politiques. C'est vrai, ils peuvent être des grands vétos ou ils peuvent être en train de naître, mais on a besoin de cet homme ou de cette femme qui aime d'abord la ville de Kinshasa, cette personne qui est prise de la paix et qui voudrait voir Kinshasa être cette Kinshasa la belle. C'est lui qui a l'écoute de la population quinoise. C'est lui qui aime Kinshasa et qui voudrait y mettre d'abord les soucis du développement. Ça ne va pas être un prédateur, ça doit être quelqu'un qui voudrait voir Kinshasa une ville compétitive par rapport aux autres villes. Nous savons qu'il y a 100 ans, depuis que Kinshasa avait de l'architecture, tout le monde, le monde entier, l'Afrique enviait Kinshasa. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous présenter face aux autres capitales qui avaient à venir apprendre chez nous à Kinshasa. Donc c'est possible avec un homme qui aime, ou une femme qui aime Kinshasa, qui aime la patrie. Parce que c'est question d'amour, c'est question vraiment de porter quelque chose dans son cœur, c'est question de réfléchir le programme, parce que ça sera question d'élection. On ne vote pas l'individu, on vote aussi son programme. Également. Et donc un programme, ça doit être un programme ambitieux.
Ce programme-là qui maîtrise un peu le problème, ce programme-là qui va lutter contre la corruption, je l'ai dit, les détournements, le programme qui va imposer de l'éthique. On a besoin de l'éthique. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui ont déjà gouverné, par exemple pour Kinshasa ou les autres provinces, également eu des programmes ambitieux, on les a vus, qu'est-ce qui ferait la différence justement sur terrain pour ce quinquennat? Moi, je me dis qu'il y aura la différence dans le sens que Kinshasa a connu beaucoup de gouverneurs plus que partout ailleurs. J'ai essayé un peu de faire mes recherches. J'ai trouvé qu'avant l'indépendance, Kinshasa a connu 2 gouverneurs. Pendant la période de l'indépendance, jusqu'en 80 ou 89, Kinshasa a connu 8 gouverneurs, qui ne faisaient pas longtemps, mais qui réalisaient ce qu'ils pouvaient réaliser. De tout ce temps-là, Kinshasa était la belle. De 93 à nos jours, Kinshasa a connu 19 ou 17 gouverneurs. C'est énorme quand même. C'est énorme. Nous sommes en train d'évaluer. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Au lieu que Kinshasa puisse évoluer, Kinshasa est en train de régresser. Ça peut nous amener quand même à réfléchir. De tous ces gouverneurs, il y a un gouverneur qui a vécu longtemps. C'est le gouverneur l'ancien, c'est lui qui était avant, c'est lui qui est actuellement. Il a fait longtemps. Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est le moment de se poser des questions. Kinshasa, c'est notre capitale. Kinshasa, c'est la vitrine de la République démocratique du Congo. Kinshasa a besoin de se réveiller. Et quand on se réveille, et c'est dans le vote, effectivement, dans le choix de cet homme-là, qu'il soit de n'importe quelle famille politique, mais que ce soit cette personne qui aime le Congo, qui a de l'éthique. Et ici, j'insiste sur la question de l'éthique, parce que c'est lui qui a de l'éthique, aime le pays, voudra que la population puisse retrouver ce dont il a besoin. Mais comment voter, par exemple, cet homme dont vous donnez le profil éthique, quand on sait déjà, vous l'avez suivi, la centrale électorale a déjà dénoncé des corruptions, le monnayage de certaines candidatures, de certains candidats qui déjà se sont lancés dans le monnayage des votes. Je suis très heureuse de voir que déjà parmi les candidats, il y en a ceux-là qui les dénoncent aussi, qui disent qu'eux, ils ne vont pas vendre leur vote, ils vont voter pour la personne qui répond à leurs exigences. Et l'exigence, je pense que c'est ces profils que nous sommes en train de vendre. Comment expliquer que nous allons dire que nous aimons notre ville, nous aimons Kinshasa et que nous ne sommes pas intègres? Comment nous allons dire que nous allons changer quelque chose? Nous allons contribuer à la vision du chef de l'État. Il nous a présenté sa vision, la vision de fonder cet État moderne. Comment nous allons le faire si nous ne savons pas nous mettre dans les piliers qu'il a développés? Et dans ces piliers, il y a la lutte contre la corruption et autre chose. Et donc, nous ne pouvons pas y aller sans suivre cette vision-là, sans suivre le programme. Et nous devons faire maintenant la différence, la démarcation. Parce que Kinshasa a la chance d'héberger en même temps les institutions de l'État. Et il doit faire cette ligne de démarcation. Et la ligne de démarcation, pour moi, c'est avoir cette écoute, de voir que d'abord Kinshasa a besoin de quoi pour que l'État central vienne ajouter ce qu'il doit faire pour toutes les autres. Un état des lieux préalable, et il doit savoir faire la démarcation. Moi, comme Kinshasa, moi, comme responsable autorité de cette ville, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin de faire en sorte que ça puisse vraiment répondre à ce que le monde attend. Et donc, je dois mobiliser des ressources, et l'État central, quand il mobilise pour toute la République, Kinshasa aussi doit bénéficier, mais Kinshasa a la chance de bénéficier doublement parce que lui, c'est l'entrée. Kinshasa, c'est l'entrée de la République des opportunités. Sauf à Kinshasa par rapport ailleurs. Kinshasa bénéficie de certains avantages parce que quand les institutions sont quelque part, répondent d'abord aux besoins de Kinshasa. Kinshasa qui est donc la vitrine. Allez, nous allons prendre le deuxième dossier. Merci.